Le doublage, en voilà un sujet qui fait débat. Si j'ai décidé aujourd'hui de parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est pour plusieurs raisons. La principale étant que je trouve dommage de voir qu'autant de personnes considèrent le doublage avec dédain. J'ai donc eu l'envie de traiter de ce sujet en espérant que ça permette au moins à certains de voir différemment ce secteur. Je vais préciser avant tout deux choses. La première, pour parler de doublage, je vais principalement me concentrer sur les versions françaises. La seconde, je vais ici parler de doublage au sens large. Je ne me limiterai donc pas uniquement au film live, puisque nous irons également voir du côté des pixels et de l'animation. Tout d'abord, pour parler de doublage, il me paraît important de se poser une première question. C'est quoi la VO? Une question qui peut à première vue sembler dénuée d'intérêt, mais qui me paraît être un bon début pour parler de doublage. Et c'est là que l'on constate rapidement après quelques recherches que, hormis trouver la VO désigne la version originale, il est difficile d'en avoir une définition précise. J'en ai cependant retenu trois. Je ne sais pas si ce sont les meilleures, mais elles vont me permettre d'avoir les points principaux de ce qui est généralement considéré comme VO. La première vient du site l'internaute.fr. VO, version originale, version initiale d'un film ou de l'épisode d'une série avec la langue d'origine. La seconde, je l'ai prise sur le site retourverslecinéma.com, qui nous dit voir un film en version originale consiste à le regarder sans aucun doublage, c'est-à-dire dans la langue dans laquelle il a été tourné. Et enfin, pour cette dernière définition, j'ai tout simplement pris le premier sens de la définition du mot original que nous propose le Larousse, qui émane directement de son auteur ou de sa source, qui n'est pas une copie, une reproduction, une traduction, une refonte, etc. Authentique. Rien de vraiment inattendu en somme. Mais cela va me servir de base pour parler un peu de doublage et tenter de voir si ces définitions sont véritablement bonnes. J'aimerais pour cela qu'on parle d'un premier cas, le bon, la brute et le truand. Quelle est la VO de ce film? Si l'on se réfère à Allociné, la bande-d'annonce VO qui nous est proposée est en américain. The good. The bad. The ugly. Seulement voilà, les films de Sergio Leone ne se faisaient pas ou alors rarement en prise son direct, ce qui fait que l'intégralité des personnages est post-synchronisée. Pour reprendre notre exemple du bon, de la brute et le truand, peut-on considérer que le film a une VO? En effet, le casting a pour spécificité d'être international. Chaque acteur lors du tournage jouait dans sa langue natale, Sergio Leone jonglant entre le français, l'italien et l'anglais pour donner des indications à son équipe et ses comédiens. I think. He would watch my lips. When I stopped speaking, then he would talk. What about our parents? Solo adesso ti ricordi di loro. And I understood enough Italian, he did it in Italian, or French, or German. Whatever language they spoke, they spoke. They didn't care if there were extraneous noises. Like you say, oh, the camera is making a little noise. They didn't care about that, just as long as the picture was clear. Nous avons donc trois acteurs principaux américains et des acteurs secondaires pour la plupart espagnols et italiens. Lors de sa première diffusion à Rome le 23 décembre 1966, notre triptyque d'américains fut doublé en italien. Et quand le film est sorti en Amérique, Clint Eastwood, Lee Van Cleef ainsi que Eli Wallach ont conservé leur voix originale, tandis que le reste du casting fut doublé en anglais. Rien qu'avec ce premier exemple, cela remet en cause notre définition de VO. Pour rappel, la définition de Retour vers le cinéma dit « regarder sans aucun doublage, c'est-à-dire regarder dans la langue dans laquelle il a été tourné ». Or, on constate que ce film, dans sa soi-disant version originale, a fait l'objet d'un doublage et ne possédait pas une langue unique lors du tournage. Pour ce qui est de la définition de original, on se retrouve confronté au même problème. Le film étant doublé quelle que soit la langue, il y a eu copie, reproduction, traduction et refonte. Rien qu'avec ce premier exemple, on constate rapidement les limites des définitions du terme original. On peut également penser au début du parlant où il était courant de doubler certaines stars du muet comme nous le montre très bien le film Chantons sous la pluie. Et pour ceux qui penseraient que le fait de changer la voix d'un acteur ne se faisait qu'au début du parlant, pensez donc à ce cher Dark Vador interprété par David Prowse, mais dont la voix dans la version originale fut remplacée par celle de James Earl Jones. Et oui, mon cher, je suis désolé pour toi. Toujours en restant sur cette question des limites du terme original, j'aimerais évoquer un cas plus récent qui est également sujet à débat. Je vais donc parler d'un jeu sorti en 2015, édité et développé par CD Projekt, The Witcher 3 Wild Hunt. Il s'agit d'un jeu dont la VO pose plusieurs problèmes. On parle là d'un jeu polonais, adaptation d'une série de romans polonaise. Le jeu possède un doublage polonais et l'intégralité de l'écriture s'est faite en polonais. Il semblerait dès lors évident que la version originale soit polonaise, mais en réalité on n'en sait rien.
Pour une majorité de personnes, la VO serait la version anglaise tout d'abord, car le premier trailer diffusé à l'E3 2013 à Los Angeles était doublé dans la langue de Shakespeare. Je tiens cependant à préciser qu'il s'agit d'un événement commercial. On parle quand même d'un salon où joueurs et journalistes paient pour voir pendant plusieurs jours défiler des publicités sur un écran géant. Il est donc normal que quand on cherche à vendre un produit, celui-ci soit présenté dans une langue compréhensible par la majorité, surtout quand l'événement a lieu en Amérique. Certains avanceraient cependant que l'intégralité du jeu fut d'abord doublée en anglais et que les autres langues n'auraient été ajoutées qu'après, cela faisant donc de la version anglaise la version originale. Seulement, CD Projekt n'a jamais communiqué dessus, et cela paraît en réalité tout à fait logique. On parle là d'une grosse production, d'un AAA commercialisé à l'international et dont la finalité est tout simplement de faire des ventes. Chaque pays se retrouve donc avec les bandes annonces correspondant à la langue du dit pays afin d'attirer un maximum de joueurs, car on parle tout de même d'une aventure durant aux alentours de 100 heures de jeu, et il est important de mettre en avant les efforts mis en œuvre pour apporter le plus de soin à la localisation. Le jeu a bien bénéficié de motion capture, en revanche toutes les animations faciales ont été faites main. Aucun acteur connu n'a été mis en avant comme ayant participé au jeu, donc le studio n'a aucun intérêt à promouvoir une langue en particulier. En réalité, les scénaristes eux-mêmes avaient pleinement conscience depuis le début que le jeu serait traduit dans plusieurs langues. Lorsque l'on demande à Jakub Samalek, l'un des scénaristes du titre, le jeu va être vendu dans le monde entier, mais vous écrivez en polonais. Avez-vous essayé de rendre le travail des traducteurs plus facile lors de l'écriture ? Ce dernier répond « On ne s'en est pas préoccupé ». Dans nos scripts, les soldats elfes chantent « Prisbilis koyatel pod ikienko ». Ailleurs, un poivreau chante Sliwo wiko maja zono. Soit les traducteurs changeant quelque chose de compréhensible pour un américain, soit ils le laissent pour donner un parfum exotique. Les scénaristes du jeu sont conscients qu'il y aura des traductions/adaptations, et il me semble entrevoir au travers de cette réponse le fait que l'auteur fait confiance à ce travail d'adaptation. En parcourant plusieurs sites et forums, j'ai pu constater quelque chose de particulièrement intéressant et qui revenait de manière fréquente. Tout simplement que le jeu a été pensé pour être fait dans toutes les langues. Il n'y aurait alors pas véritablement de VO. C'est alors qu'il me semble pertinent, une fois ce cas étudié, de revenir au film de Sergio Leone, qui m'avait fait conclure par le fait que la définition du terme original était bancale. Il ne me paraît pas stupide de retourner le problème de manière suivante, en se posant cette simple question. Est-ce la définition de original qui est limitée, ou se peut-il qu'une œuvre ne possède pas de version originale ? Si en partant de cette logique, le film ne possède pas véritablement de version originale, dans ce cas, en quoi une VF serait-elle plus illégitime qu'une autre langue, d'autant plus que Sergio Leone lui-même supervisait les doublages de ses films. Je crois une chose, c'est beaucoup mieux c'est lui, quand il fait cette Et avec chose-là, moi, qu'il dit... la moitié de ce foutu pays sera privatisée. Si tu mets des... Et toi, si avec tu plonges sur la coche, Tu appuies sur la gâchette. tu mets des seins. Et si tu mets des seins, je tombe. Et je tombe, il doit arriver jusqu'au moment qu'il ouvre. Oui, qu'il ouvre la chose. Parce que si tu mets des seins, je tombe. Il s'arrête pour le mouvement de la main. Après, il dit, si je tombe, je t'ai fait mal. Hein. Cela va me permettre de rebondir sur la fameuse question de la vision de l'auteur et du réalisateur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, plusieurs réalisateurs, à l'instar de Sergio Leone, portent un intérêt particulier au doublage, et plus spécifiquement à la version française. En général, aux États-Unis, les réalisateurs, les acteurs et tout ont une connaissance de la VF ou connaissent leur VF. Ah non mais attends, mais bien sûr. Pour en revenir justement à l'anecdote juste avant, quand j'ai rencontré Lacey Chabert, ça s'est passé qu'en fait j'étais en vacances à Los Angeles chez un pote avec son père et tout, j'avais 19 ans tu vois. Mathieu Taïeb, le patron de dubbing, m'avait dit, enfin à l'époque c'était Philippe Taïeb, son père m'avait dit ah mais tu sais, je connais bien les gens de chez Columbia, j'appelle pas Columbia et en fait j'appelle l'agent de Lacey Chabert. Et j'appelle et c'est un mec et je lui fais voilà hello en anglais, dans mon anglais Frenchy. Voilà, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Dorothée Pousseau et je vais pour dire je suis la voix française, tu vois. Et là il me coupe, il fait oh yes, you are Lacey's French voice. Et là je te jure mais j'ai eu un silence quoi, j'ai eu un blanc, j'étais là. Oh alors est-ce que tous ont connaissance, tu vois, je ne sais pas si toutes les comédiennes que je double beaucoup, tu vois, comme Margot Robbie et tout, est-ce qu'elles savent, est-ce qu'elles connaissent mon existence, mon nom? Je ne crois pas. Mais tu m'avais dit que, je crois que Martin Scorsese savait que tu doublais Margot Robbie, un truc comme ça. Non, lui il l'avait choisi. En fait. Ah oui, t'as choisi. Oui, voilà. Ça c'est la classe. Ouais, ça c'est, j'avoue, après tu peux mourir. Et si pour le coup c'est le réalisateur qui a choisi la comédienne, il arrive même en de très rares cas que ce soit l'acteur qui choisisse son homologue français. I'm busy anyway, so give this job to my friend. Car il adore s'éclater dans la jungle, pas vrai? C'était une journée de 1987 donc, et j'étais dans un studio qui s'appelle SIS, et je dis au revoir à un pote qui était avec une dame. Je dis salut Max, au revoir madame, comme ça normalement. Hein.
Et la dame, c'était Jacqueline Porel, c'est une grande dame du doublage, qui me dit « Attendez, est-ce que vous pouvez m'appeler demain matin, 11h précise, prenez la voix la plus grave possible avec un accent russe. Vous savez le faire ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, je n'avais jamais fait de ma vie. » Et donc à 11h le lendemain matin, le téléphone dit « Allô, je voudrais parler, Madame Jacqueline Porel, s'il vous plaît. » « Hold on, arrêtez, recommencez. » J'entends qu'on met le haut-parleur dans la salle. Je recommence, je dis quelques mots et j'entends derrière « He got the job !» Je pense aussi à Mr. Fox qui, en évoquant la scène d'introduction de The Social Network, explique également très bien en quoi le doublage peut parfois permettre de mieux correspondre à la vision du réalisateur. You know there are more people with genius IQs living in China than there are people of any kind living in the United States. How do you distinguish yourself in a population of people who all got 1600 on their SATs? You know, from a woman's perspective, sometimes not singing in an a cappella group is a good thing. This is serious. On the other hand, I do like guys who row crew. I'm trying right now. To row crew? To get into a final club. To row crew. No, are you like, whatever, delusional? Maybe it's just sometimes you say two things at once, I'm not sure which one I'm supposed to be aiming at. My friend Eduardo made $300,000 betting oil futures one summer, and Eduardo won't come close to getting, and the ability to make money doesn't impress anybody around here. Must be nice. He made $300,000 in the summer. He likes meteorology. You said it was oil futures. You can read the weather, you can predict the price of heating oil. I think you asked me that because you think the final club that's easiest to get into is the one where I'll have the best chance. What? You asked me which one was the easiest to get into because you think that that's the one where I'll have the best chance. Un sous-titre, c'est un nombre de caractères limité par ligne, il doit aller au plus bref, essentialiser le dialogue, et du coup, bizarrement, en lisant les sous-titres, on respecte moins la volonté du réalisateur. Parce que la fameuse vision du réalisateur et du scénariste dans cette scène, c'est qu'on puisse suivre le dialogue et qu'on saisisse à la fois la verve incroyable de Mark Zuckerberg, la complexité de son cerveau, et qu'on comprenne malgré tout des notions essentielles qui vont revenir dans le film, comme entre autres les social clubs. Il faut aussi qu'on comprenne la psyché de Mark Zuckerberg et qu'est-ce qui va provoquer la scission avec sa copine. C'est ça la vision du réalisateur et de l'auteur. Et bien croyez-le ou non, on le capte beaucoup plus facilement devant une adaptation en version française que devant des sous-titres qui, même s'ils sont écrits de la meilleure manière du monde, restent concis et passe à côté d'une grosse partie du dialogue. D'autant plus que, d'une part, si vous ne lisez pas suffisamment vite, vous allez perdre une partie des sous-titres, vous n'allez pas avoir le temps de comprendre de quoi il est question dans les sous-titres, et vous allez être complètement perdu. Vous allez totalement passer à côté de cette scène, mais en plus, le fait qu'il faille lire les sous-titres assez rapidement et se concentrer dessus, fait que vous n'allez pas du tout regarder le cadre, vous n'allez pas du tout regarder l'acteur, vous n'allez pas du tout regarder la photographie, vous n'allez pas du tout regarder la réalisation, bref, vous allez passer à côté du film. C'est pour ce genre de scène, pour ce genre de situation et pour ce genre de film qu'il est important de rappeler que l'adaptation est parfois une meilleure manière de respecter la volonté du réalisateur que le sous-titrage. Oui, mais moi j'arrive à comprendre la VO sans les sous-titres, et ben tant mieux pour toi. Mais pense un petit peu au reste du monde, surtout que ce dialogue comprend énormément de termes techniques et de lexique propres aux universités américaines et notamment Harvard. Si tu ne baignes pas dans cette culture technologique ou culturelle, eh ben, même si tu parles très bien en anglais, ça va pas te sauter aux oreilles. C'est pas forcément évident. Enfin, il arrive également que certains réalisateurs tels que Pasolini avec Salo ou Les 120 Journées de Sodome décrètent que la version originale est la version française, même si à titre personnel je considère que le sigle VO signifie dans ce cas plus version officielle que version originale. J'aimerais maintenant que nous avons vu tout cela qu'on se pose une nouvelle question. Dans le cas où un réalisateur participe à superviser le doublage d'un film, en allant jusqu'à choisir lui-même les comédiens, peut-on considérer qu'il s'agit d'un doublage respectant la vision du réalisateur ? Si oui, cela est-il pour autant synonyme d'un doublage réussi ? Si je me permets de poser cette question, c'est tout simplement car en avril 2018 sortait au cinéma un film de Wes Anderson, L'île aux chiens. Un film qui a été mis en avant pour son casting américain, mais pas que. En effet, plusieurs sites dits spécialisés ont également mis en avant le fait qu'Anderson ait lui-même choisi le casting français. Je vais donc me permettre de citer Télérama qui nous parle de cette localisation. Pour ceux qui préfèrent la VF, car Wes Anderson le francophile a également supervisé le doublage et a choisi les comédiens parmi ses amis et admirateurs. Oubliez donc les traditionnels Manu Payet et autres doubleurs de luxe qui cachetonnent dans la plupart des films d'animation en 3D. Là encore, Anderson s'est fait plaisir en invitant, excusez du peu, Vincent Lindon, Romain Duris, Yvan Attal, Hippolyte Girardot, Mathieu Elmaric, Louis Garrel, Léa Seydoux, Greta Garwin encore, ou Isabelle Huppert. Comme nous avons pu le voir, Télérama ainsi que la presse spécialisée de manière générale étaient plus qu'enthousiastes concernant cette VF. Cela étant dû à la présence de vrais acteurs connus et reconnus n'ayant plus grand chose à prouver concernant leur talent de comédien, mais aussi au fait que Wes Anderson lui-même ait composé le casting exactement comme il l'a fait en VO.
Pour autant, est-ce une bonne VF? Pas vraiment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je trouve que la plupart des comédiens s'en sortent bien. Vincent Lindon est très bon dans le rôle de Chief, et tant mieux car c'est lui qui a le plus de temps de parole du film. Il est convaincant et a un timbre de voix grave comme Bryan Cranston en VO. Ben vas-y, dis-le. Je suis un chien. Ouais. Je ne vais pas énumérer tous les comédiens car il y en a quand même plus d'une vingtaine, et si Vincent Lindon, Léa Seydoux et d'autres s'en sortent bien et sont crédibles, ce n'est pas le cas pour tous. Tenez, prenons Jean-Pierre Léaud sur Gondo. En VO, il est interprété par Harvey Keitel, et on sent un certain poids de l'âge dans sa voix, cependant ce qu'il dit est audible. Who told you that dirty lie? Mais en VF... Qui t'a raconté ce sale mensonge? On aurait tous crevé en moins d'une semaine sans cette nourriture, on allait tous mourir. T'es en train de nous juger pour ça? Tu devrais avoir honte! Si on t'a amené ici au départ, c'était pour t'aider. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Jean-Pierre Léaud semble avoir tellement de mal à articuler qu'il en est difficile de comprendre ce qu'il joue. Un autre exemple, Romain Duris sur Rex. J'aime beaucoup cet acteur. Mais parfois je le trouve un peu plat et détaché, comme c'est le cas ici. Avant, je dormais sur un pouf en laine d'agneau près du radiateur. C'est ça mon territoire. Je suis un chien d'intérieur. C'est de la maltraitance sur mineurs. T'es désobéissant! Ah si! Alors ce n'est pas constamment le cas, mais par moments ça m'a sorti du film. Pareil, Greta Gerwig joue Tracy, l'étudiante américaine en VO et en VF. Mais elle ne parle visiblement pas le français. On sent donc qu'elle galère à parler français et à jouer la comédie en même temps. Et c'est normal, ce n'est pas un exercice facile de jouer dans une langue qui n'est pas la sienne. Le problème, c'est qu'on perd en intensité. Par exemple, dans cette scène. I'll spell it out. I believe Municipal Dome propaganda has deliberately stoked irrational anti-dog fear and suppressed a medically proven dog flu treatment in order to promote a secret campaign to turn the country against its innocent house pets. Je vais dire ce que je pense. Je pense que la propagande du dôme municipal a délibérément renforcé une peur irrationnelle anti-chien et étouffé un traitement médical efficace contre la grippe canine de façon à mettre en place une campagne secrète pour retourner le pays contre d'innocents animaux domestiques. Voilà. Je l'ai dit. En VO, on sent une montée progressive de la colère, chose que l'on perd en VF, et elle ne semble même pas véritablement énervée en plus. Mais alors, si une VF faite avec le réalisateur donne un résultat relativement passable, est-ce qu'une VF peut être meilleure qu'une VO? Et à cette première question, je souhaiterais en ajouter une seconde. À quel point une VF se doit d'être fidèle? Tentons dans un premier temps de voir si, de manière objective, une VF peut être meilleure qu'une VO. Très récemment, j'ai regardé un animé japonais, Inamizawa, le village maudit. Un animé que je ne recommande d'ailleurs pas tant il est médiocre, mais on n'est pas là pour parler d'animation, on est là pour parler de doublage. Et justement, on va juger de sa qualité. J'ai personnellement commencé l'anime en VF et fait assez rare pour être souligné, la série possède un doublage japonais et un doublage français, mais aucune trace d'un doublage anglais, alors que les japonais privilégient généralement le doublage anglais. De plus, le jeu duquel est adapté la série, à savoir Le Sanglot des Cigales, quant à lui possède une localisation anglaise, mais pas française. Mais je m'égare. J'ai donc regardé l'anime en français, et autant le dire sincèrement, ma première impression était des plus mitigées. Le tout n'est d'ailleurs pas allé en s'arrangeant, car arrivé à l'épisode 14, j'ai fait la découverte du premier paysan japonais parlant un patois très... disons franchouillard. Cette question, c'est le sanctuaire Furude. Il domine le village tout en hauteur. Vous allez voir, la vue est imprenable. Le sanctuaire Furude? Et pour ne rien arranger, un nouveau protagoniste a fait son apparition, un policier dont le comédien français semble peu inspiré, et surtout n'est pas hyper synchro. Après avoir vu ça, je me suis donc tout naturellement redirigé vers la VO. Et autant vous le dire, je suis vite retourné à la VF. Ok, on va prendre une autre scène de l'animé pour comparer. Afin de ne pas favoriser la VF, j'ai pris une scène dans laquelle les personnages hurlent, exercice dans lequel les seiyuu sont spécialisés et qui constitue généralement le reproche principal adressé aux comédiens français, souvent en sous-jeu. Tu ne prétiens pas! Tu verras! Je vais pas pleurer! Quoi que tu fasses, je te jure, je ne vais pas pleurer! Je te jure! Satoshi, tu regardes, n'est-ce pas? Tu as vu à quel point je suis... Je ne pleure même pas! Quoi qu'il arrive, je ne me laisserai pas décourager pour qu'il peut! Je te jure, je ne pleurerai plus pour Satoshi!
Prends bien soin de Satoko, s'il te plaît. J'avais oublié la seule et unique requête que Satoshi avait formulée. Son dernier souhait. Comment Satoshi pourrait venir me chercher à présent? Maintenant que je suis devenue cette chose. En fait, je le savais. J'ai refusé simplement de l'admettre. Mais je savais que j'étais devenue totalement un démon. でもね、私は泣かないんだから。絶対見てますわね。サトコはこんなに強くなったんですのよ。もう何が起きてもへこたれませんの。こんな程度で、こんなくらいでは私は泣かない。サトシ君、私は待ってたんだよ。最後に言葉を交わした時からずっと。ミオン、サトコのこと頼むからね。私、サトシ君の最後のたった一つの願いさえ忘れてた。こんな私をサトシ君は絶対迎えになんか来ない。私はこんな私はなんだ、私自分でも知ってたんじゃないか。こんな私はもうとっくに鬼だったんだって。Je pense que vous l'aurez certainement remarqué, mais la comédienne française Geneviève Dong est plus juste et semble presque mieux correspondre au jeu d'acteurs japonais que les comédiens japonais eux-mêmes. Les acteurs de la VO sont encore moins synchro qu'en VF et ne semblent pas savoir ce qu'ils jouent, cela venant probablement d'une mauvaise direction d'acteur. Afin de parler de VF que l'on peut considérer objectivement comme étant meilleur que la VO, un jeu me vient également en tête. A Plague Tale Innocence. Un jeu français développé par Asobo Studio, un jeu français certes, mais dont la VO est anglaise. Le texte et les dialogues ont d'abord été écrits et doublés en anglais, la version française n'a été faite qu'après. Si j'en parle rapidement, c'est tout simplement car même si la version originale reste la version anglaise et que la version française est une adaptation du texte anglais, le jeu est français. Le studio a donc suivi le doublage, mais surtout le jeu se passe en France au XIVe siècle durant la peste noire. La version française participe donc à la crédibilité de l'univers, d'autant plus que les comédiens sont aussi bons dans les deux langues. Nous, pour le doublage français, on voulait le même investissement que celui qu'on a mis dans la version anglaise. On est français, on fait un jeu en France pour un éditeur français, c'est quand même... Faut pas l'oublier, il y a des moments où il faut être un peu chauvin dans ce qu'on fait aussi. Donc on voulait avoir le meilleur de ce qui se faisait, donc on a encadré tous les doublages en français et on a pris un casting de luxe. On a par exemple Fyodor Atkin qui double Vitalis, qui est un des grands méchants du jeu. Mais c'est aussi le doubleur de Dr House, de Jafar, il a 1 million de rôles à son actif, c'est aussi un grand acteur de théâtre. Pour Béatrice, c'est la doubleuse de Cameron Diaz pour sa voix française. Pour Robert, donc le père de Amicia Hugo, c'est un doubleur qui a travaillé dans Le Seigneur des Anneaux et sur des films Marvel. Voilà, on a voulu vraiment des gens, des professionnels du milieu qui pouvaient apporter autant de qualité à la version française qu'à la version anglaise. Et donc avec tout notre suivi et toutes nos implications possibles pour que ça sonne juste, le plus juste possible en fait. Cependant, j'aimerais m'attarder sur autre chose quand on parle de VF meilleur que la VO. J'ai envie de vous parler de ces VF qui font l'unanimité et qui ne se basent sur aucune donnée objectivable, mais sur quelque chose de plus subjectif. Pour cela, je vais me baser sur les tops et les forums qui traitent du sujet ces VF meilleurs que les VO, afin d'aboutir à un résultat approximatif des VF les plus fréquemment cités. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'avis populaire. Je ne cherche pas à avoir un avis pointu, argumenté et détaillé, je cherche seulement un ressenti général. Pour avoir un échantillon qui couvre une surface assez large, je vais prendre un film live, une série d'animation et un jeu vidéo. Je me retrouve donc avec le résultat suivant. Retour vers le futur, South Park et Marvel Spider-Man sur PS4. J'aurais pu prendre Portal 2 qui revient plus régulièrement, mais j'ai choisi de prendre un jeu plus récent. Il me semble dès lors qu'on peut constater une chose intéressante. Sur ces 3 produits, nous n'avons pas la DVF au plus proche de la version originale. Je ne vais pas être exhaustif,
Mais pour faire bref, concernant Retour vers le futur, Doc Brown, doublé par Pierre Athé en français, fait plus savant fou que Christopher Lloyd, avec une tendance à partir plus dans les aigus. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? South Park, quant à lui, possède un casting très restreint en VO, avec généralement 4 voix principales, qui sont celles de Trey Parker et Emma Stone pour les voix masculines, et Mona Marshall et April Stewart pour les personnages féminins. Concernant la VF, elle possède une vingtaine de comédiens, et les blagues sont assez différentes tout en restant dans le thème de la VO. Enfin, pour Spider-Man, c'est bien simple. La VF propose des références ancrées dans la culture française, allant des inconnus avec leur fameux sketch du bon et du mauvais chasseur, Non, parce qu'il y a le bon et le mauvais chasseur. en passant par une caricature de la voix française de Stallone pour le personnage de l'inspecteur Spider. Ah, vous avez de la chance. J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi? Non, vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. C'est à partir de tous ces exemples qu'il me semble important de mettre en lumière une chose. J'ai l'impression que ce que les gens aiment, c'est une VF qui reste dans l'ambiance de ce que propose la VO, mais qui s'en affranchit suffisamment pour proposer une sorte de nouvelle version. Une VF qui offre une redécouverte de l'œuvre originale. Parfois, nous sommes même tellement en face d'un produit différent qu'il peut mieux marcher en France que dans le pays d'origine. En fait, Martin Mystère, d'ailleurs, à la base, c'est pas spécialement très drôle en fait. C'est-à-dire que nous, Non, c'est on a dark, pris hein. un contre-pied total avec Alexis et Thomasian. En anglais, c'était hyper sérieux. C'est-à-dire quand ils voyaient un monstre, ils étaient là genre oh my god, a monster! Enfin, tu vois, genre premier degré. Et nous, on s'est dit ouais, bon, ok. Et comme on est très potes et qu'on délire beaucoup ensemble et tout ça, on s'est dit viens. Enfin, on a installé complètement autre chose. Et quand ils voyaient un monstre, tu vois, ils faisaient genre oh mon dieu, un monstre avec les lèvres! It's obvious what scared Aunt Tamsin and Rex. The Scarecrow. Je sais ce qui a pu épouvanter Rex et Tata Tamsin. L'épouvantail, bien sûr. On s'est dit c'est un parti pris. La marathon en France nous a rien dit du tout. Enfin, ils nous ont dit ouais, ok. Enfin, ils se sont marrés et nous ont laissé faire, ce qui est assez rare. Je sais même pas si aujourd'hui on pourrait encore. Et ça a cartonné. Et d'ailleurs, ça n'a pas très bien marché en Angleterre, en anglais. La version anglaise, elle était assez bon. Et nous, ça a super bien marché. Enfin, ça a été multi-rediffusé. Et la moyenne d'âge à l'époque, quand ça passait, c'était 25 ans. Mais non. Non, mais si. En fait, on a mis un second degré. Mais oui. Mature, un peu adulte, où on s'est marré. Je tiens cependant à nuancer légèrement mon propos, car sur tous les exemples que nous avons vus, sans aller jusqu'à parler à proprement dit de comédie, toutes ces œuvres possèdent un ton plutôt léger. Il est donc plus facile et pardonnable d'avoir des références à notre culture. Le but d'une comédie étant de faire rire, le public français est plus réceptif à des blagues dont il a les références. Comme nous avons pu le voir précédemment, il y a des VF considérés comme meilleurs que la VO. Cependant, j'aimerais évoquer une catégorie de films particulière, dont la VF est souvent privilégiée au profit de la VO, les nanars. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Le doublage de ces films est généralement, pour ne pas dire tout le temps, raté, ayant souvent des comédiens amateurs ainsi que des budgets restreints. Cela donne une synchro labiale désastreuse, un mixage son catastrophique, le tout couplé à des comédiens inégaux. Mais alors, pourquoi cet attrait soudain pour la VF ? On parle quand même de puristes de la version originale qui vont parfois jusqu'à chercher des doublages amateurs non officiels, comme c'est le cas pour Birdemic, Shock and Terror. Les gars, voilà le Dr Jones. Salut tout le monde. Salut. Monsieur, mais vous vous rendez compte que ces oiseaux attaquent les gens? Ces oiseaux, Oui. mais c'est impossible, ils sont victimes du virus. Je pense que pour répondre à cela, il suffit de se tourner vers l'horizon d'attente du spectateur et de mettre de côté la vision de l'auteur. Si la VF est, dans ce cas exceptionnel, privilégiée, c'est parce qu'elle correspond à ce que veut voir le spectateur, et non à ce qu'a voulu faire le réalisateur, à savoir un mauvais film. Et je pense que si la VF est aussi nanardesque que le nanar qu'elle adapte, c'est parce qu'elle possède la même volonté de bien faire pour finalement échouer, cela étant certainement dû à des contraintes de temps et de budget. Le doublage de nanar soulève malgré tout une nouvelle question. Dans le cas où un nanar aurait un gros budget pour faire une bonne VF et que les acteurs du film jouent mal, leur équivalent français se doivent-ils aussi de mal jouer ? En soi, il correspondrait au jeu de l'acteur original, seulement il est peu probable que l'acteur ait volontairement mal joué, très certainement qu'il a donné le meilleur de lui-même. Le comédien français devrait-il par conséquent lui aussi donner le meilleur de soi, surtout si cela peut rehausser la qualité du film ? Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais en faisant l'effort de se les poser, on se rend alors compte que l'on se place déjà du point de vue d'un directeur artistique. Ce dernier se doit de trouver les comédiens qui doubleront le film, et il se doit de les diriger et d'assurer la bonne fin du doublage.
Et c'est là que je vais en venir à la partie la plus personnelle de cette vidéo. Pourquoi j'aime m'intéresser au doublage? Les raisons sont nombreuses, mais l'une de celles que j'aimerais le plus mettre en avant est la suivante. Je trouve que le doublage est représentatif de ce qu'est le cinéma dans sa globalité, à savoir un art collectif qui regroupe comédiens, techniciens, directeurs artistiques, adaptateurs, qui ensemble travaillent sur une activité artistique, mais surtout, ce secteur représente parfaitement le cinéma comme un art d'industrie. Un art avec des artistes et des contraintes budgétaires représentant le statut aujourd'hui international du cinéma. Un art où le maître du projet est le client/producteur avec lesquels les directeurs artistiques se doivent de travailler au même titre que le réalisateur. De même, ils se doivent de défendre leurs convictions et leur travail. Un art dans lequel certains comédiens ou stars sont parfois imposés par le client au dépit du bon sens, mais duquel le directeur artistique essaye d'extraire le meilleur. Alors soyons bien clairs. Si j'ai délibérément choisi de parler tout au long de cette vidéo de cas spécifiques, qui ne sont en aucun cas représentatifs du doublage dans sa globalité, ce n'est pas dans le but d'inciter les gens à voir de la VF. Évidemment que la VO est supérieure et permet d'admirer le jeu du comédien original. Je n'ai pas non plus la prétention d'être totalement objectif lorsque je compare des extraits de films dans deux langues différentes, cela restant un exercice assez difficile. Je voulais simplement, au travers de toutes ces questions et de tous ces exemples, remettre en question une vision parfois trop simple, voire simpliste du doublage. J'espère seulement que cela vous aura fait voir le doublage différemment, et que cela vous aura amené à voir sous un nouvel angle cette pratique.